C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lyoma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons continuer la série de résumés Tana pour les cours d'anatomie, toujours avec la troisième unité de la deuxième année médecine, l'unité sur l'appareil urinaire. Et aujourd'hui nous allons résumer le cours d'anatomie sur les urtères. Avant de commencer le résumé Tana, on remercie, comme à notre habitude, les professeurs d'anatomie de la faculté de médecine d'Alger, plus particulièrement aujourd'hui Docteur Baba, pour le fabuleux diapo de cours que l'on va utiliser pour résumer le cours. Sans plus tarder, on peut commencer. Les urtères ne sont rien d'autre que des voies excrétrices de l'urine qui ont pour but de ramener l'urine produit et sécrété par le rein vers la vessie, l'organe de stockage responsable de la miction et surtout de la continence au niveau urinaire. Ce sont des conduits musculo-membraneux doués d'une activité péristaltique. Ils sont contractiles de par la présence d'une couche musculaire au niveau de leurs parois et ce sont des conduits qui vont ramener cette fameuse urine, produit de filtration de notre sang avec les déchets métaboliques qui s'y trouvent, jusqu'à la vessie où elle sera stockée, puis ensuite évacuée. Sur le plan des dimensions, l'urtère, ou du moins les urtères, vu que c'est un organe qui est pair, a une longueur approximative de 25 à 30 cm, variable selon les individus. Un diamètre de 3 à 5 mm, avoisinant donc les 4 mm, elle va s'étendre, cette urtère, de la deuxième vertèbre lombaire, de L2, jusqu'à la vessie et la face postérieure de cette vessie au niveau du petit bassin. Sur le plan situation, tout comme les reins, les urtères sont des organes qui sont en arrière du péritoine pariétal postérieur. Par conséquent, ce sont des organes rétro-péritonéaux. Ils vont traverser la cavité abdominopelvienne sur successivement donc deux régions. La région abdominale représentée par la région lombo-iliaque, la région lombaire, puis iliaque, et l'étage pelvien de la cavité abdominopelvienne. De par la longueur des urtères, et pour faciliter l'étude topographique et des rapports anatomiques et régionaux des urtères, on va diviser les urtères en 4 segments selon la région topographique qu'ils vont occuper. On aura donc un segment lombaire qui va longer de part et d'autre l'urtère droit et l'urtère gauche, longeront de part et d'autre la colonne vertébrale lombaire, qui vont donc être appliqués contre les apophyses transverses des vertèbres L2, L3, L4 et L5. On aura ensuite le segment iliaque, se trouvant au niveau de la région iliaque, reposant sur les ailerons du sacrum, l'articulation entre le sacrum et les zoocoxaux par la même occasion. Ensuite, le segment iliaque se continuera par le biais d'un segment pelvien au niveau de la région pelvienne, au niveau de la cavité pelvienne. Ce segment pelvien sera divisé quant à lui en deux. Un segment appliqué ou la plaqué sur la paroi latérale de ce pelvis, c'est un segment pariétal, et un segment oblique qui va rentrer en dedans, formant euh, une concavité antérieure et médiale, qui va avoir un rapport avec les différents organes et différents viscères génitaux. C'est le segment viscéral pelvien. Dernier segment, quatrième segment pour les urtères, c'est le segment qui aura un rapport avec la vessie, qui traversera obliquement la paroi vésicale, s'abouchant à l'intérieur de la vessie par le biais d'ostium, les méas urétérales. C'est le segment vésical. Maintenant, l'origine des urtères se fera, comme on a dit, à hauteur de L2, à hauteur, au niveau des processus ou des apophyses transverses de la deuxième vertèbre lombaire, juste après le pelvis rénal, par le biais d'un rétrécissement, la jonction pyélo-urétérale. Cette origine est à environ 4 cm de la ligne médiale. Le trajet ensuite des urtères va avoir un trajet en forme de J,
comportant deux portions, deux trajectoires, deux orientations. Une orientation verticale au niveau de la cavité abdominale, au niveau de la région lombo-iliaque, et une trajectoire arciforme en forme d'arc au niveau de la région pelvienne. Sur son trajet, l'urtère subira des rétrécissements dits physiologiques, des rétrécissements sur trois niveaux. Le premier rétrécissement sera au niveau de son origine, la jonction pyélo-urétérale qu'on appelle aussi le collet de l'urtère. Deuxième rétrécissement physiologique, il se fera au niveau de l'urtère iliaque, du segment iliaque avec le croisement de l'urtère avec les vaisseaux iliaques communs, principalement les artères iliaques communes ou artères iliaques externes. Troisième rétrécissement, c'est le rétrécissement au niveau de la terminaison de cette urtère, au niveau vésical. Les urtères pénétreront donc la paroi vésicale de manière oblique et subiront un rétrécissement physiologique à ce niveau. Ces rétrécissements sont très importants, que ce soit le collet urétral, le rétrécissement marginal au deuxième niveau, ou bien le rétrécissement au niveau vésical, au niveau de la paroi vésicale. Ils sont très importants en clinique car ils peuvent faire l'objet de lithiase urétérale, des pathologies obstructrices où des calculs peuvent s'immiscer au niveau de ces régions rétrécies et donc boucher le conduit musculo-membraneux TNA et empêcher l'urine de circuler et d'être excrétée. La terminaison, bien sûr, des urtères se fera au niveau de la vessie par le biais d'ostium, un ostium qu'on appellera le méa urétéral. Pour la configuration externe, l'urtère va avoir une couleur blanchâtre, une texture suffisamment ferme et possédant une activité péristaltique, donc une certaine contractilité assurée par les muscles lisses, constituant essentiel de sa configuration interne, de sa structure histologique. Histologiquement parlant, l'urtère est constitué de trois tuniques. De l'extérieur vers l'intérieur, un tissu conjonctif lâche assurant euh, la vascularisation et l'innervation de l'urtère est ce qu'on appelle l'adventice, la couche ou la tunique adventicielle. Ensuite, on retrouvera une couche ou une tunique musculaire formée de trois sous-couches. Une couche externe longitudinale, une couche moyenne circulaire et une couche interne encore longitudinale. Pour ensuite retrouver à l'intérieur une muqueuse formée d'un épithélium pavimenteux stratifié reposant sur un chorion de type conjonctif, bien sûr, de soutien pour pouvoir soutenir l'épithélium et constituer la muqueuse urothéliale terna. On passe maintenant à l'anatomie topographique des urtères. Les urtères auront des rapports qui vont être divisés selon les différents segments topographiques que l'on a divisés tout à l'heure. Donc pour le segment lombaire, l'urtère lombaire aura des rapports postérieurs avec la paroi abdominale postérieure, essentiellement le muscle psoas sur lequel va cheminer un nerf au niveau de son fascia, un nerf permettant l'innervation des régions des organes génitaux et la partie antérieure de la cuisse, le nerf génito-fémoral faisant partie du plexus lombaire. Et en arrière de ces deux structures-là, musculaires et nerveuses, on retrouvera les apophyses transverses des quatre dernières vertèbres lombaires, c'est-à-dire L2, L3, L4 et L5. Les rapports médiaux seront représentés par les deux gros vaisseaux. À droite, on aura la veine cave inférieure, accompagnée donc par la chaîne sympathique lombaire droite et les différents ganglions lymphatiques, la chaîne ganglionnaire lymphatique latérocave. Et à gauche, on aura l'aorte abdominale, accompagnée de la chaîne de ganglions nerveux sympathiques lombaire gauche, avec la chaîne de ganglions lymphatiques latéraux aortiques. Pour les rapports latéraux, quant à eux, ils se feront en haut avec le rein, avec le bord médial, sous le île rénal, sous-hilaire du rein, et en bas avec les différentes portions du côlon. Le côlon ascendant sur la droite, à droite de notre urtère droite, et le côlon descendant à gauche de l'urtère gauche. Pour les rapports antérieurs, ils se feront essentiellement par
les intestins, des structures viscérales, les intestins grêles ou gros intestins, côlon, par le biais de structures péritonéales, que ce soit le péritoine pariétal postérieur ou les différents replis de ce péritoine, et par le biais de structures vasculaires des différents vaisseaux. On aura des rapports antérieurs partagés entre les deux urtères. Les vaisseaux gonadiques, testiculaires ou ovariques, passeront en avant des urtères droit et gauche. Le péritoine pariétal postérieur, car ce sont des organes rétropéritonéaux, et le bloc duodéno-pancréatique, rattaché en postérieur par le biais de son fascia d'accolement, le fascia de Treitz. Ensuite, on aura des rapports antérieurs spécifiques à l'urtère droit et spécifiques à l'urtère gauche. À droite, l'urtère droit aura un rapport avec le duodénum descendant, le deuxième duodénum et même la partie externe du troisième duodénum, avec le côlon ascendant et son repli péritonéal, qu'il soit considéré comme étant un fascia d'accolement ou comme étant un méso, le mésocolon droit, mais chic gauche, ou là le fascia de Tolt, avec les anses intestinales iléales sur la droite. On peut rajouter aussi les différents vaisseaux, les différentes artères coliques destinées au côlon droit. Sur la gauche, l'urtère gauche aura un rapport antérieur avec le côlon descendant à gauche, avec le côlon sigmoïde et les replis péritonéaux qui permettent de les rattacher à la paroi abdominale postérieure. Sans oublier les anses intestinales, cette fois-ci jéjunales sur la gauche, le jéjunum, continuité donc du duodénum, avec les différentes artères et vaisseaux coliques gauche issus des mésentériques, des vaisseaux mésentériques inférieurs. Pour les rapports du segment iliaque, pour l'urtère iliaque, son rapport le plus important se fera en arrière avec les artères iliaques, externes ou primitives. Selon la loi de Lushka, on dira que l'urtère iliaque croisera à droite l'artère iliaque externe et croisera sur la gauche l'artère iliaque primitive ou la commune. En arrière, on aura aussi d'autres structures qui peuvent être résumées par le biais d'un espace anatomique, la fossette de Cuneo et Marcille, limitée par le rachis lombaire avec le sacrum et la crête iliaque et le muscle psoas. Cet espace-là va contenir des éléments nerveux et vasculaires. Sur le plan nerveux, les racines des nerfs spinaux L4 et L5 et la chaîne sympathique lombaire passera au niveau de cette fossette. Sans oublier un élément vasculaire, les vaisseaux ilio-lombaires à ce niveau. Latéralement, les structures qui ont été vues en postérieur du segment, en postérieur et en antérieur du segment lombaire constituera un rapport latéral pour le segment iliaque. Le psoas, qui est maintenant psoas iliaque avec le chef iliaque présent ici, les vaisseaux gonadiques ou alors le nerf génitofémoral, qui étaient des structures qui avaient un rapport avec l'urtère lombaire. Médialement, l'urtère rentrera en rapport avec le promontoire de notre sacrum, partie, ou du moins l'angle formé par l'articulation entre le côté supérieur antérieur de notre sacrum avec la cinquième vertèbre lombaire. On passe maintenant à l'urtère pelvien. Cet urtère pelvien est la partie de l'urtère qui va se retrouver au niveau de l'étage pelvien de la cavité abdomino-pelvienne, au niveau donc du bassin, qui décrira une courbure, donc une direction arciforme avec une concavité antéro-médiale. Deux portions seront décrites, un segment ou une portion pariétale accolée sur la paroi qui est dite descendante et une portion dite transversale ou la viscérale qui aura des rapports avec les différents organes de cet étage pelvien. C'est les rapports de l'urtère pelvien différera bien sûr selon le sexe. Chez l'homme, la portion pariétale en continuité avec la portion, le segment iliaque, va suivre la bifurcation des vaisseaux iliaques primitifs et descendre en avant de l'iliaque interne, de l'hypogastrique. Elle aura un rapport donc en dehors avec les différentes branches de l'artère iliaque interne, hypogastrique, sans oublier l'accolement avec la paroi pelvienne en latérale et le rapport avec le nerf obturateur. En dedans, on aura un rapport indirect avec
la face latérale du rectum. Indirect car on va avoir le cul-de-sac pararectal formé par la réflexion du péritoine à ce niveau. Pour les rapports de la portion viscérale, les rapports de la portion transversale, elle entrera en rapport en bas avec le diaphragme pelvien, le plancher musculaire de la cavité pelvienne en bas. En haut, elle entrera en rapport avec le péritoine et surtout avec les canaux ou les conduits déférents. Conduits permettant de ramener les spermatozoïdes, des testicules et de l'épidédyme jusqu'à la prostate pour ensuite les déverser dans l'urètre au cours de l'éjaculation. En avant, on aura bien sûr le rapport le plus évident, c'est avec la base de la vessie, la partie postérieure de la vessie. Et en arrière, on aura les vésicules séminales présentes ici en noir, dans laquelle elles vont s'aboucher dans la prostate, libérant leurs produits de sécrétion. Chez la femme, l'urtère pelvien pariétal va avoir des rapports presque similaires à celui de l'urtère pelvien pariétal chez l'homme. Accolé à la paroi latérale du pelvis, cette fois-ci en arrière du ligament large de l'utérus. Il va être appliqué aussi en continuité avec l'urtère iliaque appliqué sur la bifurcation du pédicule iliaque primitif, à avoir des rapports en dedans avec le péritoine pariétal et toujours ce fameux cul-de-sac pararectal qui va séparer l'urtère de la face latérale du rectum. Pour la portion viscérale, les rapports qui vont être retenus, ce sont des rapports vasculaires. L'urtère pelvien viscéral sera pris en sandwich, si on veut, entre l'artère utérine en avant et l'artère vaginale en arrière. Ces rapports sont très importants en chirurgie car au cours d'une chirurgie de l'utérus, l'hystérectomie, il faut éviter de léser ces structures-là particulièrement. Pour le segment vésical, chacun des urtères traversera la paroi vésicale de manière oblique à 1 cm et va se terminer par un ostium, un abouchement, un orifice, l'orifice urétéral qu'on appelle aussi le méa urétéral. Ces deux méas urétéraux vont délimiter un triangle, un trigone, avec l'orifice urétral de l'urètre ternant, donc c'est le fameux trigone vésical. Pour la vascularisation des urtères, elle se fera sur 3 étages par des artères urétériques. L'étage supérieur, les artères urétériques supérieures, nous viennent de l'artère rénale, des artères rénales. Pour la portion moyenne, les artères urétériques moyennes, nous viennent des artères gonadiques, ayant un rapport important avec l'urtère lombaire. La portion inférieure, elle, va être vascularisée donc par des branches, par des artères urétériques inférieures, issues soit de l'artère iliaque primitive ou la commune, ou bien de l'artère hypogastrique iliaque interne, ou alors même d'une branche, donc des artères vésicales. Les veines, la vascularisation veineuse est calquée sur celle des artères, formant des plexus veineux, donc c'est une vascularisation homologue. Les lymphatiques, le drainage lymphatique se fera lui aussi sur 3 étages, sur 3 parties. Un étage supérieur qui va se drainer dans les ganglions lymphatiques de la région lombaire, latéraux-aortiques surtout. Une partie moyenne qui va être drainée donc par des ganglions lymphatiques, euh, satellites de l'artère iliaque primitive et même de l'artère iliaque hypogastrique. Et la région inférieure, la partie inférieure, les lymphatiques urétéro inférieurs iront aussi aux lymphatiques, aux ganglions hypogastriques ou alors vésicaux à proximité de la région vésicale de la vessie. L'innervation sera neurovégétative avec des filets nerveux sympathiques et parasympathiques venant soit du plexus rénal, issu lui-même donc des ganglions cœliaques et des ganglions aortico-rénaux, ou alors des plexus gonadiques et hypogastriques.
C'était tout du coup pour le résumé. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.